Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre webinaire mensuel organisé par le service des urgences Trauma Center de l'hôpital Ibn Rushd. Et comme vous le savez, chaque mois, nous abordons une thématique qui est commune, qui est très intéressante, particulièrement aux médecins de première ligne, à savoir les médecins urgentistes. Et pour le webinaire de ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon très très cher ami, le professeur Oussama Adawi, professeur de traumatologie, de traumato-orthopédie au pavillon L4 à l'hôpital Ibn Rushd. Et je profite de l'occasion pour le remercier, ainsi que mon maître, le professeur Fadili, le chef de service du pavillon de l'L4, et surtout remercier toutes les équipes de traumatologie, que ce soit à l'L4 ou au pavillon 32, pour tout le travail acharné qu'il prodigue et les soins qu'il donne à nos malades. Et sincèrement, on travaille vraiment dans un esprit familial. Donc, alhamdoulilah ala hadchi. Merci encore une fois. Et sans plus tarder, je te donne la parole, Oussama. Juste une petite précision pour le chat. Vous allez laisser vos questions à la fin de la conférence et ça va être par la suite une discussion interactive. Voilà, Oussama, c'est à toi la parole. Merci, Stade de l'ERTEC, merci beaucoup. Euh, je partage, je pense. Je partage Voilà, donc, merci, professeur, pour cette occasion que vous m'avez offerte de, de vous présenter ce sujet d'une importance capitale, qu'est l'entorse de la cheville aux urgences. D'abord, c'est le premier motif de consultation aux urgences, vu que ces entorses peuvent survenir à n'importe quel traumatisme, que ce soit des accidents de sport ou des accidents de la vie quotidienne, des patients qui ont trébuché, des patients, des femmes qui portent des talons, qui peuvent chuter, qui peuvent entraîner ces entorses. Et le problème, c'est que ces entorses sont souvent banalisées, que ce soit par les patients ou par les médecins. Et on a tendance à rassurer les malades, de dire que c'est juste une entorse, alors qu'en réalité, ces entorses posent des problèmes de diagnostic, parce qu'il y a plusieurs diagnostics différentiels, des problèmes d'évaluation de la gravité de ces entorses, des problèmes de prise en charge de ces entorses et aussi les complications que peuvent entraîner ces entorses s'ils ne sont pas prises en charge correctement et notamment l'instabilité de la cheville, l'arthrose de la cheville et d'autres problèmes qu'on va voir par la suite. Donc, on va commencer ce topo par le commencement qui est l'anatomie de cette articulation de la cheville, qui est une articulation portante du membre inférieur. Il porte la charge du poids du corps. C'est une articulation qui intervient essentiellement à la marche et qui unit l'extrémité distale du squelette jambier, qui est formé par l'extrémité distale du tibia et l'extrémité distale de la fibula, avec l'arrière-pied, essentiellement le talus. Donc, cette extrémité dit biopéronière. Donc, c'est une mortaise comme la mortaise des menuisiers, où va venir s'encastrer le dôme astraganien comme étant un tenant. Et donc, cette mortaise tibiofibulaire, elle est formée par la malléole externe, est formée par la malléole interne, ainsi que la face inférieure de l'extrémité distale du tibia. Et il faut noter que cette malléole externe, elle descend plus bas que la malléole interne, ce qui donne plus de liberté au talus de se déplacer en dedans. Oui, alors que vers le dos, il est bloqué par la malléole externe. Et donc, cette pince malléolaire donne ce qu'on appelle une stabilité osseuse de l'articulation de la chute. Cette stabilité osseuse, elle n'est pas suffisante et elle est complétée par la stabilité ligamentaire. Les ligaments qui vont stabiliser l'articulation de la cheville dans le plan frontal en empêchant le valgus que l'arrière-pied part vers le dedans.
Donc, ce qui va empêcher le varus, c'est le plan ligamentaire externe, et notamment le ligament latéral externe, qui est formé par trois faisceaux qui partent de la malléole externe vers les os de l'arrière-pied. Ces trois faisceaux sont le faisceau antérieur, et c'est le faisceau le plus important, c'est le faisceau qui est le plus touché lors des entorses, et qui va s'insérer au niveau de la malléole externe, au niveau de l'astragale. Le faisceau moyen, qui est le faisceau calcanéo-fibulaire, et le faisceau postérieur, qui est le faisceau talofibulaire postérieur. Il faut noter aussi que la présence de cette artère, qui est l'artère péronienne astragalienne antérieure, qui va traverser ce faisceau antérieur, qui a une importance qu'on va voir par la suite. Sur le plan médial, le ligament latéral interne qui va empêcher cette fois-ci le valgus, il va empêcher l'arrière-pied de partir vers le dos. Ce ligament interne, qu'on appelle aussi ligament deltoïdien, il est plus résistant que le ligament latéral externe. C'est pourquoi il est moins touché par les entorses. Donc, il y a aussi la stabilité de l'articulation tibiofibulaire distale. L'articulation tibiofibulaire distale qui va unir la malléole externe avec le pilon tibial. Et cette articulation, on l'appelle la syndesmose. Elle est unie par les ligaments tibiofibulaires antérieurs et tibiofibulaires postérieurs. Et cette stabilité est complétée par la membrane interosseuse qui va unir les deux os de l'extrémité distale du squelette jambier jusqu'à la tête du péron. En plus de cette stabilité ligamentaire, il y a aussi la stabilité dynamique ou la stabilité active par les muscles et les tendons qui vont entourer cette région du cou du pied, notamment les tendons extenseurs en avant, les tendons fléchisseurs en arrière, mais essentiellement les tendons péronniers, les tendons des muscles péronniers, c'est le long péronnier et le court péronnier. Le court péronnier qui va s'insérer sur la base du cinquième métatarsien. C'est quoi l'importance de ces muscles? C'est que ces muscles se caractérisent par le réflexe newtonique où un réflexe de ces muscles vont se contracter lorsque le mouvement ou lorsque la cheville part en dedans plus que les amplitudes physiologiques. Et cette contraction de ces péronniers va protéger la cheville pour ne pas faire d'entorse, pour ne pas faire de luxation. Et ce réflexe, lorsqu'il est brutal, lorsqu'il est intense, il peut arracher la base du cinquième métatarsien, comme on va voir par la suite. Donc, on a vu ce rappel anatomique. Passons au vif du sujet qui est l'entorse. Et l'entorse, c'est quoi? L'entorse, ce sont les lésions des ligaments stabilisateurs de l'articulation tibio-talienne, les ligaments latéral externes, les ligaments latéral interne, parfois les ligaments de syndesmose, et qui vont survenir lorsque le mouvement de la cheville dépasse ses limites physiologiques. Lorsqu'on parle des mouvements qui dépassent les limites physiologiques, ce sont les mécanismes qui entraînent ces entorses. Et le principal mécanisme, c'est l'inversion, c'est-à-dire que l'arrière-pied part vers le dedans et que l'avant-pied regarde vers l'intérieur et vers l'avant, c'est-à-dire en supination. Donc, ce mouvement d'inversion, il va entraîner quoi? Il va entraîner une tension du ligament latéral externe. Et lorsque ce mouvement continue, cette tension va entraîner la rupture de ce ligament et donc une entorse du ligament latéral externe. C'est la lésion la plus fréquente dans 90% des cas. L'éversion est aussi un mécanisme qui peut entraîner une entorse, cette fois-ci du ligament latéral interne. Et c'est quoi l'éversion? C'est que l'arrière-pied va partir vers le dehors et l'avant-pied va partir en pronation. Il va mettre en tension le ligament latéral interne qui peut se rompre par ce mécanisme d'éversion. Il y a aussi les mécanismes rotationnels, c'est-à-dire la rotation latérale et la rotation médiale, qui vont mettre en tension les ligaments de la syndesmose, des ligaments de l'articulation tibio-péronnière inférieure. Et c'est un mécanisme qu'on trouve souvent chez les skieurs. Donc, ces lésions ligamentaires qui surviennent à la suite de cette distension par ce mouvement excessif qui dépasse les amplitudes physiologiques, ils ont des différents degrés de gravité. Donc, dans un premier temps, à la suite d'une inversion, puisque c'est le mécanisme le plus fréquent, il y aura quoi? Il y aura une élongation de ce ligament, des faisceaux du ligament latéral externe. Et dans ce cas, on parle d'une entorse qui est bénigne, qui se caractérise par cette élongation ligamentaire. Le deuxième stade, qui est l'entorse modérée,
le mouvement, il est plus important, parfois il est plus violent, et il va entraîner, en plus de la distension, il va entraîner une rupture, mais cette rupture des faisceaux ligamentaires sera une rupture partielle. Lorsque la rupture est complète à la suite d'un mouvement qui est important et violent, lorsque cette rupture est complète d'un ou de plusieurs faisceaux, dans ce cas, on parle d'une entorse qui est grave, c'est le stade 3. Donc, aux urgences, vous allez recevoir un médecin, un patient qui se plaint d'une foulure de la cheville, soit d'un accident de sport ou autre. La première difficulté, la première question, c'est quoi l'approche clinique? Comment examiner ce patient? Est-ce qu'il faut demander un bilan radiologique? Et s'il faut demander un bilan radiologique, qu'est-ce qu'on va chercher au bilan radiologique? La troisième question, comment évaluer la gravité de cette entorse et comment la classer? Et par la suite, comment traiter cette entorse et comment faire le suivi? Donc, ce sont les questions auxquelles on va essayer de répondre. On va commencer tout d'abord par l'approche clinique, en commençant par l'interrogatoire. Et donc, l'anamnèse. L'anamnèse, elle va chercher si le patient présente des antécédents d'entorse. C'est pas un patient qui présente des entorses à répétition. Dans ce cas, on est dans un autre cas. Ce n'est pas une entorse aiguë, c'est le plus souvent des instabilités de la cheville. C'est l'affaire des spécialistes qui nécessitent une prise en charge particulière, diagnostique et thérapeutique. Il faut chercher le mécanisme et la violence du traumatisme qui va permettre un peu de comprendre les lésions anatomopathologiques dues à ce traumatisme. Il faut demander au patient s'il a senti ou s'il a entendu un craquement ou un claquement. Et dans ce cas, c'est un signe de gravité parce que ce craquement et ce claquement témoignent de quoi? Témoignent de la rupture ligamentaire. Et donc, on est déjà au troisième stade, au stade de l'entorse grave. Et demander au patient s'il arrive à charger, c'est-à-dire s'il arrive à se mettre debout et charger tout son poids. Parce que s'il n'arrive pas, c'est aussi un signe de gravité. Généralement, l'histoire typique, c'est un patient qui a eu une foulure de la cheville et qui a senti un craquement avec une douleur qui est syncopale, une douleur qui est brutale, une douleur qui est violente, avec l'impression de liquide chaud qui coule dans la cheville. Cette douleur sera suivie par la suite d'une phase d'accalmie de quelques heures et qui va laisser place à des nouvelles douleurs pulsatives. Ce qui explique quoi? Ce qui explique que la majorité des entorses, ils consultent le soir. Le soir aux urgences, vous aurez un patient qui vient pour une entorse de la cheville alors qu'il a fait le traumatisme l'après-midi ou en fin de journée. Ne lui reprochez pas, c'est parce que ces douleurs se sont accalmées durant toute la journée et ils sont intensifiés le soir. Donc, passons à l'examen physique. L'examen physique, d'abord, l'inspection. L'inspection va encore évaluer si le patient arrive à charger, il arrive à se mettre debout, s'il arrive à marcher, et s'il arrive à marcher normalement avec des difficultés, s'il arrive à faire 4 pas. Il va chercher aussi l'absence de déformation parce que s'il y a une déformation dans ce cas, on n'est plus dans le cadre de l'entorse, on est plutôt dans une fracture déplacée ou dans le cadre d'une luxation de la cheville. On peut aussi avoir des témoins de la souffrance cutanée, des témoins de la tension des parties molles qui vont se traduire par des flictènes sur la peau de la cheville puisque cette peau elle est mal vascularisée parce que la région du cou du pied est une région où il n'y a pas d'insertion musculaire, c'est une région de passage tendineux et donc la vascularisation elle est précaire et donc l'œdème lorsqu'il est intense il va entraîner des flictènes et une souffrance cutanée. L'inspection va chercher ou peut retrouver un œdème en œuf de pigeon. C'est un signe pathognomonique de l'entorse et cet œdème en œuf de pigeon, c'est un œdème de 2 cm de grand axe qui est plutôt pré-malionaire. Et ce signe, on ne va pas le trouver toujours. Pourquoi? Parce que c'est un signe qui se manifeste durant les premières heures. C'est un signe qui est fugace et qui va disparaître par la suite pour laisser place à un entorse, à un œdème qui est plus important, un œdème qui est surtout prémaliolaire et inframalionaire. Et dans certains cas, on peut aussi avoir une ecchymose infra, rétro ou prémaliolaire. Cette ecchymose, c'est quoi? Ça témoigne de quoi? Ça témoigne du saignement. Saignement de quoi? De l'artère qu'on a vu tout à l'heure, l'artère péronio-astragalienne. Et donc, le fait que cette artère saigne, ça témoigne que le ligament a été, ou que le faisceau antérieur a été est rompu. Et donc, c'est une entorse grave. Et donc, cette ecchymose est un signe de gravité de l'entorse. La palpation,
elle va chercher une chaleur, il va chercher à localiser exactement le siège de la douleur pour éliminer des diagnostics différentiels. Et cette palpation doit commencer le plus loin de la zone douloureuse en commençant par la tête du péroné et le col du péroné. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le péroné et le tibia sont unis par la membrane interosseuse. Et donc, l'énergie du traumatisme, elle peut être transmise à travers cette membrane interosseuse du péroné. C'est ce qu'on appelle les fractures de Maisonneuve, qui sont aussi des diagnostics différentiels des entorses. Il faut palper aussi les reliefs osseux de l'articulation de la cheville, en commençant par la malléole interne, qu'il faut palper sur une hauteur de 6 cm. La malléole externe également sur une hauteur de 6 cm. Et il faut savoir qu'en cas d'une entorse isolée, normalement, la palpation osseuse ne doit pas être douloureuse. S'il y a une douleur, il faut suspecter une fracture. Il faut aussi palper la base du cinquième métatarsien qui donne insertion au tendon qui peut à la suite d'un traumatisme en inversion violent et important. Il faut aussi palper le naviculaire qui donne insertion à des expansions. Et il faut palper les trajets des trois faisceaux du ligament latéral externe, le faisceau antérieur, talofibulaire antérieur en prémaliolaire, le faisceau talofibulaire postérieur en rétromaliolaire et le faisceau fibulocalcanéen en sous-maliolaire. Normalement, en cas d'entorse, c'est là le siège de la douleur sélective. Il ne faut pas oublier de palper la syndesmose parce que les entorses de l'articulation tibiofibulaire inférieure et de la syndesmose sont possibles et ils passent malheureusement souvent inaperçus. Donc, il faut palper cette articulation tibiofibulaire inférieure, il faut palper cette syndesmose à la recherche d'une douleur. Le diagnostic différentiel essentiel de l'entorse, c'est la rupture du tendon d'Achille. C'est pourquoi il faut toujours avoir le réflexe de palper le tendon d'Achille devant tout traumatisme de la chute. Le tendon d'Achille, il faut le palper sur toute sa hauteur et on va chercher quoi? On va chercher une douleur ou parfois on va chercher une dépression, une discontinuité de ce tendon en faveur de la rupture du tendon d'Achille. Au moindre doute, il faut réaliser le test de Thompson à la recherche du signe de Thompson et qui consiste à quoi? Qui consiste à contracter, à comprimer le mollet et cette compression va entraîner la flexion plantaire du pied comme vous voyez sur cette vidéo. Lorsqu'il y a une rupture, le pied ne va pas se fléchir en flexion plantaire et donc c'est une rupture du tendon d'Achille. Si on ne diagnostique pas la rupture du tendon d'Achille, ce retard de diagnostic va entraîner quoi? Va entraîner la rétraction beaucoup plus difficile sur le plan chirurgical et ça serait donc une perte de chance pour le malade de récupérer rapidement. Donc voilà, après la palpation, il faut chercher la mobilité. Cette mobilité vous m'entendez? Là, c'est bon. On a juste perdu la connexion. C'est bon. Alice. Donc, je parlais de la laxité. Donc, la laxité qui est ce jeu articulaire anormal comparé au côté controlatéral. Et cette laxité, on ne peut pas la chercher à la phase aiguë parce qu'il y a la douleur. On va la chercher soit au contrôle, soit chez un patient qui a consulté plusieurs jours après le traumatisme. Donc, la laxité, c'est de reprendre le mouvement ou le mécanisme qui est entre l'entorse. On peut aussi chercher un tiroir antéro-postérieur qui témoigne de la rupture ligamentaire parce que ces ligaments sur le faisceau antérieur est un frein antérieur et le faisceau postérieur est un frein postérieur. Donc, après cet examen physique, il faut bien sûr compléter par un examen général, un examen loco-régional, et je vous épargne les détails de ces examens que vous connaissez tous. Mais à ce stade, est-ce que c'est suffisant pour retenir le diagnostic d'une entorse ou bien il faut demander un bilan radiologique? La réponse, c'est les critères d'Ottawa. Alors, Ces critères... Oussama, pardon, si tu peux repartager Oui. l'écran. Comme ça, le partage d'écran. D'accord. Alors, voilà.
Attends, c'est Ah, bon? oui, ça arrive. Super. D'abord, mon diaporama et on continue. Merci beaucoup, cher. Donc, je parlais du bilan radiologique, s'il faut le demander ou pas, c'est en fonction de ce qu'on appelle les critères d'Ottawa. Et donc, en présence d'un de ces critères, il faut demander un bilan radiologique. Et c'est quoi ces critères? D'abord, l'âge inférieur à 18 ans. Pourquoi l'âge inférieur à 18 ans? Ça veut dire l'enfant, parce que l'enfant a toujours le cartilage de croissance. Et le cartilage de croissance, il n'est pas résistant. Et donc, c'est une zone de faiblesse et parfois, il est moins résistant que les ligaments. Et donc, les enfants ont plus tendance à faire des décollements épiphysaires. La même chose pour les adultes. Les adultes, plus de 55 ans, c'est l'âge de l'ostéoporose, l'os est fragilisé et donc il n'est pas résistant, ils peuvent faire des fractures, arrachements. Donc, chez les patients de moins de 18 ans, plus de 55 ans, il faut demander une radiographie. Si le patient n'arrive pas à se mettre en appui ou s'il présente une incapacité de faire 4 pas, c'est en faveur d'une fracture et d'une solution de continuité osseuse. Si la palpation retrouve une douleur à la palpation osseuse, notamment de l'os naviculaire, de la base du cinquième métatarsien, s'il y a une douleur à la palpation de la malléole externe sur une hauteur de 6 cm ou de la malléole interne sur une hauteur de 6 cm. Donc, ce sont les critères d'Ottawa. La présence d'un seul de ces critères est suffisante pour demander un bilan radiologique. Quel bilan demander? Une radiographie de face en rotation interne 20 degrés et une radiographie de profil strict. Parfois, on peut compléter par une radiographie du pied face et 3/4 si la palpation retrouve des douleurs à la palpation du M5 ou à la palpation de l'avant-pied. Parfois, on peut demander une radiographie de la jambe entière si la palpation du péroné retrouve des douleurs au niveau du col, au niveau de la diaphyse. Qu'est-ce qu'on va chercher sur ce bilan radiologique? On va chercher, ou plutôt on va retrouver les signes en faveur de l'œdème. On peut retrouver aussi un épanchement articulaire avec cet aspect bombé de la capsule, et c'est en faveur de la gravité de l'entorse. On peut retrouver dans certains cas une fracture de la malléole externe, et dans ce cas, c'est une fracture arrachement, c'est-à-dire que c'est l'insertion ligamentaire du ligament sur la malléole externe, du ligament latéral externe, qui a entraîné l'arrachement de la pointe de cette malléole externe, syndesmose. Ce diastasis de la syndesmose, c'est-à-dire qu'il y a un écartement entre le péroné et le tibia, et on va le mesurer à 1 cm au-dessus au-dessus de l'interligne articulaire. Et donc, lorsque ce diastasis dépasse les 6 mm, on parle d'une instabilité d'une entorse de la syndesmose. On peut aussi retrouver des lésions du dôme astragalien parce qu'au moment de l'inversion, le pôle supéro-interne du dôme astragalien va se comprimer contre la malléole interne et ça peut entraîner des lésions ostéocartilagineuses. Et donc, il faut analyser de façon minutieuse le dôme astragalien à la recherche de cette lésion ostéocartilagineuse. On peut parfois avoir une fracture du processus postérieur du talus et tout ça, ce sont des fractures chevilles, parfois un arrachement dorso-naviculaire et parfois une fracture de la base du cinquième métatarsien. C'est ce qu'on appelle les fractures de Jans par la contraction brutale et violente du cours péronnier qui veut protéger, dont la contraction est pour protéger l'articulation de la cheville. Donc, ce bilan, est-ce qu'il est suffisant? Oui, il est suffisant dans le cadre des urgences. On peut demander parfois des clichés dynamiques, mais pas dans le cadre des urgences, c'est dans le cadre du suivi ou dans le cadre des instabilités de la cheville. Le scanner, il n'a pas de place en urgence, sauf si on suspecte une lésion du dôme astragalien ou si on suspecte une fracture qui n'est pas bien visible sur la radiographie. L'échographie, si elle est réalisée entre des mains expertes et bien entraînées, elle peut montrer la rupture ligamentaire, mais il n'est pas recommandé de la demander dans le cadre du bilan initial, sinon on va embêter nos amis radiologues, professeur Powell et là.
L'IRM aussi peut montrer ces lésions, mais pas dans le cadre des urgences. On va la demander chez des patients qui gardent des douleurs persistantes après 6 semaines, ou parfois chez des sportifs de très haut niveau qui nécessitent une prise en charge particulière. Donc, on a examiné le malade, on a demandé le bilan radiologique si les critères d'Ottawa sont présents. Il faut évaluer la gravité de l'entorse. Est-ce qu'il s'agit d'une entorse bénigne, d'une entorse modérée ou d'une entorse grave? L'entorse bénigne, elle se caractérise par une tuméfaction, un œdème qui est léger. Il n'y a pas d'échymose parce qu'il n'y a pas de rupture ligamentaire. La douleur, elle est présente, mais elle est légère. L'appui est possible avec parfois une légère douleur. La marche est possible, parfois avec une légère douleur et une légère boiterie. Et la radio ne montre pas d'anomalie. L'entorse grave, par contre, montre une tuméfaction et un œdème qui sont importants. Une échymose qui est sévère, qui est due à la rupture ligamentaire. La douleur, elle est violente. L'appui n'est pas possible. Le patient n'arrive pas à faire 4 pas de suite. La radiographie peut être normale ou peut montrer un arrachement osseux, une fracture ou parfois un diastasis articulaire. L'entorse modérée, c'est tout le reste. Toutes les entorses qui ne sont pas bénignes, qui ne sont pas graves, sont des entorses modérées avec un œdème qui est modéré, une échymose qui peut être présente ou est modérée. La douleur, elle est modérée. L'appui est possible, mais très douloureux. La marche est possible, mais très douloureuse. Et la radiographie est normale. On a évalué la gravité, il faut prendre en charge cette entorse. D'abord, le protocole RICE. Le protocole RICE, c'est quoi son objectif? C'est de lutter contre l'œdème, de lutter contre l'inflammation, et il faut le réaliser, si possible, au lieu du traumatisme, ou même avant l'arrivée aux urgences. Et il consiste à quoi? Il consiste d'abord au repos, il faut arrêter la charge, le glaçage qui permet de lutter contre l'inflammation, la compression par un bandage qui permet de drainer l'œdème et la surélevation du membre qui permet aussi de drainer l'œdème. L'entorse est douloureuse, il faut donner des antalgiques. On commence par les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'il faut donner pendant 48 heures en absence de contre-indication, mais il ne faut pas prolonger les anti-inflammatoires plus de 48 heures. Pourquoi? Parce que la cicatrisation ligamentaire passe par une phase d'inflammation. Et le fait de donner ces anti-inflammatoires plus de 48 heures va retarder ce processus de cicatrisation et va retarder la guérison antalgique de premier palier qui sont généralement suffisants, la paracétamol. On peut parfois prescrire des topiques locaux, des anti-inflammatoires locaux à effet refroidissant qui ont un peu le même effet que les anti-inflammatoires féroces dans le cas des entorses de la cheville. Le support fonctionnel. Il faut savoir que dans le cas des entorses, il vaut mieux mobiliser le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que cette mobilisation précoce, bien sûr en absence de toute douleur, permet de garder les mécanorécepteurs de l'articulation de la cheville. Et ces mécanorécepteurs, ils ont un rôle important dans le réflexe myotonique dont on a parlé tout à l'heure et dans le contrôle neuromusculaire. C'est pourquoi les recommandations actuelles, c'est d'essayer dans la limite de la possible, c'est-à-dire dans la limite de la douleur. Ces supports fonctionnels, ils aident à mobiliser la cheville, notamment le bandage élastique, ce qu'on appelle le strapping, qu'on peut réaliser, comme vous voyez sur cette vidéo. Sauf qu'il faut qu'il faut le faire de façon correcte, sans pli, sans trop serrer. Il ne faut pas le réaliser en présence d'œdème important, sinon ça va entraîner un effet garrot. Et il ne faut pas le faire chez l'enfant parce que ça peut entraîner l'effet garrot chez l'enfant et l'enfant il va pas savoir exprimer ses douleurs. C'est pourquoi, dans ces cas, il vaut mieux utiliser des orthèses amovibles, des orthèses avec renforts latéraux qui vont stabiliser la cheville, qui vont permettre cette mobilisation. Dans certains cas, pardon, dans certains cas, les supports fonctionnels ne sont pas suffisants, il faut absolument immobiliser.
une immobilisation stricte avec une décharge. Le patient ne doit pas appuyer, ne doit pas marcher, et donc il faut lui prescrire des béquilles. Cette immobilisation stricte se fait soit par des attelles plâtrés postérieurs ou un plâtre circulaire jambio-pédieux. Dans notre pratique, on réalise d'abord une attelle postérieure pendant les premières 48 heures, 72 heures, le temps que l'œdème s'affaisse, puis on va convertir par un plâtre circulaire. On peut aussi utiliser des dispositifs comme le Rome Walker qui permet aussi d'immobiliser de façon stricte l'articulation de la cheville, mais il coûte plus cher et il faut l'utiliser chez des patients qui sont bien constitués, chez des patients qui sont avertis, qui ne doivent pas s'amuser à le retirer. Donc, si vous avez confiance en ce patient, vous pouvez lui prescrire le Rome Walker. Bien sûr, lorsqu'on parle d'une immobilisation stricte, d'une décharge, il faut prescrire une thromboprophylaxie, il faut prévenir la maladie thromboembolique par l'administration de l'héparine à bas poids moléculaire, le temps que le patient charge au moins partiellement. La chirurgie, elle n'a pas de place en urgence, sauf en présence de lésions associées, notamment en présence d'un arrachement osseux, d'une fracture de la malléole externe, d'une fracture de la base du cinquième métatarsien. Les lésions de la syndesmose, il faut les opérer. Les lésions du dôme astragalien aussi nécessitent une prise en charge chirurgicale, souvent sous arthroscopie. Et dernièrement, on parle de la prise en charge chirurgicale dans les entorses aiguës chez les sportifs de haut niveau, mais ça, c'est l'affaire d'un centre spécialisé dans la prise en charge de ces de joueurs de ce niveau. Donc, comment organiser cette prise en charge? On va commencer d'abord par évaluer la gravité de l'entorse. Est-ce qu'il s'agit d'une entorse stade 1, stade 2 ou stade 3? Cette prise en charge, c'est une prise en charge qui est dynamique. C'est une prise en charge qui dépend de l'évolution, comme vous allez voir sur ces arbres décisionnels. Donc, en cas d'entorse de stade 1, il faut tout d'abord évaluer les critères d'Ottawa. Si l'un de ces critères est présent, il faut demander la radio. Et s'il existe une fracture, c'est l'affaire du spécialiste qui va la traiter. En absence de fracture, il faut réaliser un support fonctionnel, un bandage ou une orthèse pendant 10 jours. Dans le cas des entorses bénignes stade 1, il faut autoriser la charge. Le patient doit charger et il doit mobiliser son pied selon le degré de la douleur pour que la récupération soit rapide. Et bien sûr, il faut prescrire des antalgiques. Si les signes, s'il y a une amélioration avec une disparition des symptômes, c'est la fin du suivi. Si les symptômes persistent après 10 jours, il faut prolonger cette contention et ce support fonctionnel pendant encore 10 jours en autorisant la mobilisation selon la douleur et en autorisant l'appui. Dans les entorses de stade 2, les entorses modérées, toujours les critères d'Ottawa, s'ils sont présents, demander une radio. S'il y a une fracture, c'est l'affaire du spécialiste. En l'absence de fracture ou si les signes d'Ottawa sont négatifs, il faut prescrire une orthèse avec renfort latéraux pendant 10 jours. Dans les entorses modérées, il faut autoriser l'appui, mais l'appui doit être, il ne faut pas autoriser l'appui, c'est pourquoi il faut prescrire des béquilles pendant 10 jours. Et après 10 jours, il faut évaluer. S'il y a une amélioration, on va autoriser l'appui sous protection par une orthèse ou un bandage pendant 10 jours. Et par la suite, la rééducation et la fin du suivi. Si après les premiers 10 jours, il n'y a pas d'amélioration, il faut continuer l'immobilisation par l'orthèse, toujours avec décharge. Il ne faut pas autoriser l'appui pendant 10 jours. Et les 10 prochains jours, on peut autoriser l'appui sous protection par une orthèse. Dans les entorses graves, toujours les critères d'Ottawa, s'ils montrent une fracture, il faut la traiter, mais en l'absence de fracture, il faut réaliser une immobilisation stricte. Une immobilisation stricte, soit par un plâtre circulaire, soit par un Rome Walker. Et ce plâtre, on va le garder pendant 10 jours avec une décharge complète. Le patient doit utiliser des béquilles. Il faut prescrire l'héparine à bas poids moléculaire et évaluer après 10 jours. Si le patient arrive à appuyer sans douleur après 10 jours, on peut retirer le plâtre, mettre une orthèse pendant 10 jours en autorisant l'appui partiel, puis après 10 jours, on peut autoriser l'appui total, toujours sous protection par une orthèse. Si après les premiers 10 jours sous plâtre,
et sous immobilisation stricte, les douleurs persistent, il faut continuer l'immobilisation plâtrée pendant 10 autres jours avec la décharge complète. Et ce n'est qu'à la troisième décade, après 10 jours, qu'on va autoriser l'appui partiel sous protection par bandage ou orthèse. Et le reste de la prise en charge euh, est comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on a vu la prise en charge en fonction des différents stades et on a vu que cette prise en charge, elle est évolutive, elle est dynamique en fonction de l'évolution. Toujours à la fin de la prise en charge, on se demande s'il faut prescrire une rééducation ou pas. Et donc, quand est-ce ou plutôt chez qui il faut prescrire cette rééducation. Dans tous les cas des entorses modérées et des entorses sévères, si le patient garde une douleur après 6 semaines de prise en charge, et chez les sportifs, il faut prescrire de la rééducation. Quand on démarre cette rééducation, la rééducation, il faut la démarrer dès que la charge partielle est autorisée, même si l'œdème n'a pas totalement disparu, parce que cette rééducation lui permet aussi de drainer cet œdème. Comment la réaliser? La physiothérapie qui a un but antalgique et qui a aussi un but de drainer l'œdème, le renforcement musculaire, notamment des muscles stabilisateurs de la cheville, et le travail de la proprioception, qui est l'élément clé de la prise en charge fonctionnelle de ces entorses. Ainsi que chez les sportifs, il faut réaliser certains exercices qui sont spécifiques au sport. Pourquoi il faut prendre en charge correctement ces entorses? Parce que les complications sont possibles. On va en parler brièvement. La première complication, c'est l'instabilité de la cheville. Ce sont des patients qui vont garder des douleurs persistantes. Ce sont des patients qui vont faire des entorses à répétition. Et la prise en charge, dans ce cas, est une prise en charge spécialisée qui va nécessiter un traitement fonctionnel long et parfois un traitement chirurgical si cette instabilité est une instabilité mécanique et non pas fonctionnelle. Si l'instabilité est fonctionnelle, le traitement est surtout la rééducation et si échec de la rééducation, c'est la chirurgie. Le conflit mécanique cicatriciel. Le ligament qui est rompu, après immobilisation, il va cicatriser. Parfois, cette cicatrice, c'est une cicatrice qui est fibreuse, c'est une cicatrice qui est encombrante, et donc elle va entraîner un conflit entre le dôme astraganien et la mortaise tibio-fibulaire, et ça va donner ce conflit qui est source de douleur, qui va nécessiter une prise en charge chirurgicale après diagnostic. L'évolution ultime, qu'on craint tous, c'est l'évolution vers l'arthrose, c'est-à-dire la dégénérescence du cartilage du fait de l'instabilité de la cheville. Donc voilà, l'entorse en conclusion n'est pas toujours bénigne. On peut avoir des entorses qui sont sévères, qui nécessitent une prise en charge particulière, une immobilisation stricte. Et pour évaluer cette entorse, est-ce qu'elle est bénigne sévère? C'est l'examen clinique qui va nous donner les critères de bénignité ou de sévérité de cette entorse. La radiographie, on va la demander en fonction des critères d'Ottawa. Le traitement est essentiellement fonctionnel en privilégiant la mobilité et l'appui précoce afin de garder les mécanorécepteurs et favoriser la guérison rapide. Et cette prise en charge thérapeutique doit s'adapter à l'évolution de la symptomatologie. Voilà, merci, professeur. Merci à vous. Merci beaucoup, Siad. Oui. Franchement, on a beaucoup appris et on a compris aussi que l'entorse, c'est pas tout le temps, c'est juste une entorse. Tu l'as bien expliqué. On a compris aussi que l'examen clinique est capital et que sur la radiologie, il y a la classification d'Ottawa. Et tu as bien insisté sur le fait que en fait, le traitement fonctionnel est beaucoup plus privilégié. Donc, merci encore une fois. Et on va ouvrir les questions au chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat et on va commencer à les poser à notre orateur. Allez-y. Si vous avez des questions, les amis, on comprend. Ben, c'est-à-dire il y a beaucoup de remerciements, donc c'est amplement mérité. Après, si vous avez des questions, bah, tant mieux, Jamila, tu as appris beaucoup de choses. Alors, déjà, Oussama, en attendant les questions dans le chat, cette histoire, c'est du chinois pour moi longtemps.
Mais cette histoire de faut-il priver, il faut mettre un plâtre classique au lieu de tous ces artifices qui sont sortis sur le marché. Est-ce que ça tient bon ou... En fait, le plâtre classique, c'est pour les entorses sévères, non pas pour les entorses modérées ou les entorses bénignes, parce qu'il faut une immobilisation stricte. On peut utiliser les roam walkers, sauf le problème des roam walkers, c'est que les patients, ils peuvent les retirer facilement. Et Mhm. donc, si on est face à un patient qui a bien compris la prise en charge, qui comprend qu'il ne doit pas retirer ce roam walker, sauf s'il veut faire sa douche, et un patient qui est bien cortiqué, on peut les prescrire. Sinon, c'est l'immobilisation par un plâtre en résine. D'accord. Alors, il y a Oussama qui te pose la question suivante. Est-ce qu'il y a un risque de nécrose du talus et un syndrome de Loge au niveau de la cheville? La nécrose du talus, non, mais il y a le problème des lésions du dôme astragalien. Ces lésions du dôme astragalien, lorsqu'elles ne sont pas diagnostiquées, c'est souvent le cas parce qu'elles passent souvent inaperçues, elles peuvent s'étendre et donc entraîner une arthrose de l'articulation talocrânale. Le syndrome de Loge, c'est très peu décrit, mais c'est possible parce que l'œdème, il n'est pas limité au cou du pied, il peut s'étendre vers la jambe. Et donc, chez certains patients, c'est possible d'avoir le syndrome de Loge, surtout si on immobilise par un plâtre circulaire ou chez l'enfant. C'est pourquoi il faut toujours d'abord bien réaliser le plâtre et aussi donner les consignes aux patients qui doivent respecter, de surveiller l'état des orteils, s'ils sont des fourmillements, s'ils sont des paresthésies, s'ils sont des douleurs sous plâtre, ils doivent consulter en urgence pour retirer le plâtre. Peut-être qu'ils font un syndrome de Lourdes. Alors, question de Qassem Ami te dit quelles sont les indications de la TDM de la cheville dans cette pathologie? Alors, la TDM de la cheville, en urgence, elle n'a pas de place, sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est en présence de lésions du dôme astragalien. Si on suspecte une lésion du dôme astragalien, il faut demander un scanner parce qu'il va nous permettre de classer et de classer cette lésion pour savoir quelle prise en charge il faut réaliser. Ou si on suspecte un trait de fracture qui n'est pas bien visible sur la radiographie, le scanner peut être utile. Sinon, pour des entorses isolées, le scanner n'a pas de place. Il n'a pas de place. Alors, Rita te dit que certaines ressources, ou la source, elles contre-indiquent la prise des ANS lors des premiers jours. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je l'ai bien dit, les anti-inflammatoires non stéroïdiens empêchent l'inflammation. Et la cicatrisation ligamentaire passe d'abord par la phase d'inflammation. Et donc, c'est une phase physiologique de la cicatrisation ligamentaire. Le fait de donner des anti-inflammatoires va ralentir ce processus de guérison. Mais la prescription des anti-inflammatoires au stade aigu, surtout dans les entorses sévères, elle est indispensable parce que la douleur pulsatile, la douleur qui dérange le malade, elle est surtout due à l'œdème et elle est surtout due à l'inflammation. Donc, ce sont les anti-inflammatoires qui vont soulager. Et il ne faut pas prescrire des anti-inflammatoires plus de 48 heures. C'est très, très clair et on a compris pourquoi. Alors, il y a Bouchra qui te pose la question suivante. En fait, deux questions. Donc, la première, c'est-à-dire quelqu'un qui voit sa douleur persister malgré la rééducation. Quelle est la conduite à tenir? Alors, dans ce cas, si la douleur persiste malgré la rééducation, dans ce cas, il faut consulter. C'est probablement une instabilité de la cheville et il faut demander, dans ce cas, une IRM qui va montrer s'il y a des lésions anatomiques, s'il y a une rupture ligamentaire qui n'a pas cicatrisé. Dans ce cas, on est face à une instabilité qui est mécanique et la prise en charge sera chirurgicale. Parfois, ce sont des lésions du dôme astragalien qui sont passées inaperçues, ou parfois, ce sont des instabilités qui sont dites fonctionnelles. C'est-à-dire que c'est au moment de l'immobilisation de la cheville, le contact, ou plutôt la liaison entre le cerveau et la cheville, ils sont interrompus.
Parce que cette connexion, elle est due à quoi? Elle est due au mécanorécepteur. Et donc, si on rééduque pas correctement le malade, il va pas reprendre cette proprioception et il va pas reprendre ce contrôle neuromusculaire. Donc, soit qu'il s'agit d'une instabilité de la cheville, soit d'une lésion du dôme astragalien qui est passé inaperçu, ou parfois un conflit mécanique. Et donc, c'est l'IRM qui va trancher et qui va permettre la prise en charge correcte. Très, très bien. Alors, quelqu'un qui refait une entorse de la cheville, c'est-à-dire une récidive, est-ce que la prise en charge va être la même? Ça dépend du délai de la récidive et aussi de la fréquence de ces récidives. Donc, un patient qui fait, on parle d'une instabilité de la cheville à partir du troisième épisode. Donc, à partir du troisième épisode de l'entorse de la cheville, surtout sur une durée qui est courte, sur une année, c'est une instabilité de la cheville. Et dans ce cas, la prise en charge n'est pas la même. Par contre, si cette entorse survient ou cette récidive survient à la suite d'un traumatisme qui explique la survenue de cette entorse et que le patient, durant la période entre la première entorse et la deuxième entorse, il n'avait aucune symptomatologie, dans ce cas, on va la traiter comme une entorse aiguë récente. Très, très bien. Voilà. Sinon, si c'est une instabilité, euh, il faut commencer par la rééducation, sauf si cette récidive est accompagnée d'un œdème qui est important, parce que généralement, dans les instabilités de la cheville, les entorses à répétition ne sont pas aussi parlants qu'une entorse aiguë. Ouais. La symptomatologie, elle sera modérée. Par contre, s'il y a un œdème important, une incapacité d'appuyer, une incapacité de marcher, dans ce cas, on est face à un nouvel épisode d'entorse et il faut le traiter comme étant une entorse récente. Alors, je reprends ta perche sur cette histoire de rééducation. Est-ce qu'il y a un nombre précis de sessions voilà, à recommander devant une entorse modérée et sévère? Un nombre précis, non, en fait, c'est un protocole. Il existe plusieurs protocoles de rééducation. L'objectif de la rééducation, de un, c'est la physiothérapie dans un but antalgique. Deuxième objectif, c'est le travail de la proprioception et du renfort musculaire pour donner cette stabilité active de la cheville. Donc, généralement, dans le cas des entorses modérées et sévères, il faut au moins 10 séances de rééducation, mais ça dépend toujours des protocoles que le rééducateur va prescrire. Autre chose, c'est que cette rééducation chez les sportifs, c'est là où se pose le problème. De un, quand est-ce que ce patient peut reprendre le sport? Et de deux, comment réaliser cette rééducation? Chez le sportif, la rééducation, elle est formellement indiquée, même s'il s'agit d'une entorse qui est aiguë. Chez le sportif, il ne faut pas reprendre l'activité sportive tant qu'il y a de douleur. Et donc, il doit continuer la rééducation jusqu'à disparition de la douleur de façon complète. La reprise du sport, elle doit être associée à un bandage protecteur de la cheville qui permet de donner une stabilité de la cheville durant les premiers entraînements. Mais il ne faut pas le garder longtemps, sinon il y aura un affaiblissement musculaire, il y aura un affaiblissement de ces mécanorécepteurs de la proprioception. Et aussi, il faut tenter la reprise fonctionnelle, mais dès que le patient ressent une douleur, ressent un œdème, il faut arrêter et il faut reprendre le protocole de rééducation de lui. Très bien. Alors, pour cette histoire d'HBPM, est-ce qu'on va l'indiquer essentiellement au stade 3 lors de l'immobilisation complète ou là, c'est à envisager dès le stade 2? Euh, la maladie thromboembolique, les thromboses veineuses profondes à la suite d'entorse, ça existe. On en a vu. Et donc, l'indication est là. Lorsqu'on immobilise de façon stricte la cheville, c'est-à-dire si on utilise une botte de marche, un plâtre circulaire, et si on indique la décharge, on interdit au patient d'appui. Une fois on autorise l'appui, on peut arrêter l'HBPM. Donc, généralement, la durée, c'est 10 jours et c'est rarement on part jusqu'à 20 jours si l'immobilisation persiste pendant 20 jours. Très bien.
Alors, si je saute des questions, c'est qu'ils ont été cités d'une manière ou d'une autre avant. Et là, j'ai une autre question d'Aminatou. Est-ce qu'il y a des particularités de la prise en charge de l'entorse chez la femme enceinte, par exemple un grade 2 chez une femme enceinte, est-ce qu'il y a une particularité? Voilà. Une particularité, non, sauf que chez la femme enceinte, il ne faut pas prescrire d'anti-inflammatoire. Le traitement est essentiellement fonctionnel. Le protocole RICE, le rassage, le glaçage, la contention auront aussi un but antalgique, mais la prise en charge, elle est la même. Bien. Alors, D'accord. Hanan te dit la mise en place d'élastoplasme, est-ce qu'elle est suffisante? Et si oui, on La le mise fait en place combien de temps? La mise en place de l'élastoplaste, elle est suffisante dans les entorses bénignes et Mhm. dans certaines entorses modérées, mais toujours sous contrôle et suivi rapproché. L'élastoplaste, s'il est bien fait, c'est l'équivalent d'une orthèse à renfort latéraux. Donc oui, l'élastoplaste et le strapping, c'est un support fonctionnel qui est fiable et qui permet une immobilisation avec, oui. Alors, alors, une question c'est-à-dire pertinente de Wani. Il te dit quelle place pour l'antalgique avant l'examen? C'est-à-dire, parce que s'il y a la douleur, il empêche une bonne évaluation. Oui, les antalgiques avant l'examen, ça permet de soulager la douleur ressentie par le malade, la douleur spontanée. Mais ils vont pas réduire la douleur à la compression, la douleur à la palpation et la douleur aux manœuvres, au stade aigu. On peut réaliser un examen sous anesthésie, mais ce n'est pas recommandé. Et c'est parce que les éléments de l'examen, comme on les a cités, ils sont fiables. Pour la recherche de laxité et la recherche de la mobilité, ça, c'est surtout dans le cadre du suivi chez des patients qui ont des douleurs persistantes et chez qui on pense à une instabilité de la cheville. Là, il faut absolument chercher ce jeu articulaire anormal et cette laxité. Mais l'examen clinique, les éléments clés, c'est la palpation de la douleur extra-osseuse, infra-malléolaire, pré-malléolaire et rétro-malléolaire. Alors, Oussama, il arrive parfois qu'on assiste à des entorses sur un terrain de jeu, c'est-à-dire avant d'arriver aux urgences. Donc, Oui. on va mettre le glaçage. Est-ce que faut-il faire un pansement alcoolisé ou alcoolique après le glaçage? Le pansement alcoolique aussi, il permet de réduire l'œdème. On peut l'utiliser, juste qu'il ne faut pas le serrer. Il ne faut pas serrer ce bandage. Et bien sûr, au lieu de l'accident, en plus du glaçage, il faut faire tous les éléments du protocole RICE, la surélévation et la contention, ainsi que la décharge, c'est-à-dire le repos, pour éviter l'œdème et drainer l'œdème. Et la méthode RICE. Alors, est-ce qu'il y a des signes indirects pour les lésions du dôme? Des signes indirects de lésions du dôme. Des signes indirects, c'est la douleur sélective là où il y a la lésion du dôme astragalien. Généralement, les lésions du dôme astragalien siègent au niveau du pôle supéro-interne du dôme astragalien. Et donc, la douleur, elle sera surtout interne et ne sera pas externe à la palpation. Et c'est surtout le bilan radiologique et le scanner qui vont montrer ces lésions. Alors, une question très pratique. Si on a une entorse bénigne, faut-il garder l'orthèse H24 ou là, on peut la retirer la nuit? Si on a une entorse bénigne, c'est en fonction de la douleur. Le plus important, c'est que le patient ne soit, que la cheville ne soit pas douloureuse. Donc, le patient est autorisé à faire tout ce qu'il veut dans la limite de la douleur. S'il arrive à retirer l'orthèse et il n'a pas de douleur, il peut la retirer la nuit comme il peut la retirer le jour. C'est une entorse qui est bénigne. Donc, l'objectif du strapping ou l'objectif de l'orthèse, c'est de l'aider à mobiliser sa cheville sans douleur. S'il arrive à mobiliser sa cheville sans douleur et sans orthèse, on peut la retirer. Très, très bien. Chez l'enfant, chez l'enfant, est-ce que ça a un retentissement sur le cartilage de conjugaison? En fait, les entorses chez l'enfant à un certain moment, étaient rares. Actuellement, on les voit de plus en plus parce que les enfants, ils pratiquent tous des sports et donc on
trouve des entorses des enfants, surtout chez les enfants d'un âge 18 ans, 17 ans, 16 ans. Ouais. Le diagnostic différentiel avec les décollements épiphysaires existe, surtout chez les patients qui n'ont pas ce cartilage, il n'est pas encore soudé. L'entorse ne va pas entraîner un décollement épiphysaire, ne va pas entraîner une lésion cartilagineuse. C'est pas l'entorse qui l'entraîne. Peut-être c'est le traumatisme qui va entraîner le décollement épiphysaire. Et là, il faut faire attention chez l'enfant, parce que le décollement, lorsqu'on parle d'un décollement épiphysaire, on parle de 4 stades. Le premier stade qui est le décollement pur, le deuxième stade qui est le décollement avec la fracture métaphysaire, le stade 3 qui est le décollement avec la fracture épiphysaire, le stade 4 où il y a le décollement avec la fracture métaphysaire et la fracture épiphysaire, mais le problème c'est le stade 5. Le stade 5, c'est une compression du cartilage de conjugaison. Et cette compression du cartilage de conjugaison, il n'est pas visible à la radio. Et là, ça pose un sérieux problème de diagnostic différentiel avec l'entorse. C'est pourquoi chez l'enfant, il faut toujours palper le cartilage de conjugaison. Si la douleur est osseuse et n'est pas extra-osseuse, il faut considérer ce traumatisme comme étant un traumatisme cartilagineux et il vaut mieux immobiliser même par excès. Parce que ces lésions du cartilage de croissance, surtout le stade 5 où il y a la compression du cartilage, ils peuvent avoir des conséquences graves, notamment des déformations du membre, notamment des inégalités de longueur du membre. Alors, il y a une question qui est intéressante sur la place de l'échographie en cas d'entorse grave. Oui, l'échographie, lorsqu'elle est faite, lorsqu'elle est bien faite, elle permet de faire le diagnostic exact de l'entorse grave et de la rupture ligamentaire. Mais les éléments cliniques sont suffisants pour juger de la gravité de l'entorse. Et c'est pourquoi c'est pas indiqué dans le bilan systématique. Si on a un patient qui a un œdème important, s'il a une ecchymose, il n'arrive pas à appuyer, il n'arrive pas à marcher, c'est une entorse grave. Pourquoi demander d'autres bilans? Mhm, c'est clair. Des complications à long terme d'une entorse maltraitée? Les complications à long terme, c'est l'instabilité de la cheville. C'est les patients qui vont garder ces entorses à répétition, qui vont garder ces douleurs persistantes. C'est la cicatrisation avec fibreuse qui va laisser ce conflit mécanique. Et c'est surtout dû au traitement qui n'est pas adéquat. Des patients qui ont une entorse grave et qui n'ont pas été immobilisés, le ligament, il va cicatriser, mais il va cicatriser en mauvaise position, il va cicatriser, il va laisser une fibrose importante, ce qui va entraîner un conflit mécanique. Donc, ce sont les principales complications. Et bien sûr, les deux complications, si elles ne sont pas prises en charge correctement, ils peuvent évoluer vers l'arthrose de la cheville. Et donc, c'est la douleur persistante de la cheville qui va nécessiter ce qu'on appelle une arthrodèse de la cheville, c'est-à-dire pour traiter ces malades, il va falloir fixer la cheville dans une position permettant la marche plantigrade. Alors, Oussama, tu as bien insisté sur le traitement fonctionnel. Mais Reda te pose la question suivante. Est-ce que la marche précoce pour un patient avec entorse n'aggrave pas les lésions ligamentaires? Une marche précoce chez un patient aggrave les lésions ligamentaires s'il y a des douleurs. S'il n'y a pas de douleurs, il ne va pas aggraver les lésions ligamentaires. Parce que la chose, c'est la douleur. En présence d'une douleur, c'est que les ligaments sont sollicités. En absence de douleur, c'est que ces ligaments ne sont pas sollicités. Et donc, c'est la douleur qui va juger s'il faut marcher ou il ne faut pas marcher. Très bien. L'algodystrophie, ça peut être une complication? Oui, l'algodystrophie, oui, l'algodystrophie, c'est une complication qui est fréquente chez des patients qui sont anxieux, chez des patients qui sont pas bien traités. C'est possible d'avoir une algodystrophie, surtout en post-immobilisation par place. C'est pourquoi il faut sensibiliser les patients du risque de l'algodystrophie en leur demandant de ne pas être anxieux, de bien traiter la douleur. S'ils ont des douleurs, il faut prendre des antalgiques parce que ça a été prouvé que la douleur et parmi les éléments qui entraînent l'algodystrophie. Et donc, il faut bien prendre en charge la douleur pour prévenir l'algodystrophie. Alors, Oussama, est-ce qu'il y a cette histoire de rééducation proprioceptive dans le Oui, traitement d'entorse simple de la cheville? Et à partir de quel moment on doit être
doit-elle être introduite? La rééducation proprioceptive. Ça, Oui, la rééducation et le travail de la proprioception fait partie du protocole de rééducation dans le cas des entorses, notamment les entorses modérées et les entorses sévères. Et donc, elle doit être réalisée chez tous les patients qui ont une entorse modérée ou une entorse sévère. Chez les patients qui ont une entorse bénigne, la rééducation n'est pas indispensable, mais le patient peut faire de l'autorééducation par des manœuvres, ou plutôt des gestes de maintien de l'équilibre monopodal sur le membre qui est traumatisé pour retrouver un peu l'équilibre de sa cheville. Donc, la proprioception et le travail de la proprioception, c'est un élément clé de la prise en charge fonctionnelle des patients qui présentent une entorse de la cheville. alors, Oussama, je vais finir par cette question qui est très, très intéressante. C'est-à-dire, c'est un webinaire qui est beaucoup plus, on va dire, adressé aux médecins urgentistes qui travaillent dans les CHP. Et une question très intéressante, c'est-à-dire, à part une fracture, quelles sont les limites du médecin généraliste urgentiste dans la prise en charge d'une entorse? Alors, les médecins généralistes, bien sûr, et les médecins urgentistes, ils peuvent prendre en charge les entorses aiguës. En présence d'une fracture, il faut adresser aux spécialistes. La limite, c'est lorsque la douleur persiste au-delà de 6 semaines. Si vous faites le diagnostic, vous faites le bilan radiologique, il n'y a pas de fracture. Vous traitez vos patients selon le stade de l'entorse. Il faut suivre le traitement, l'adapter le traitement en fonction de l'évolution. Mais si le patient garde une douleur au-delà de 6 semaines, malgré le traitement bien établi, malgré la rééducation, dans ce cas, il faut adresser aux spécialistes. Et encore une fois, j'insiste sur le diagnostic différentiel des entorses avec les ruptures du tendon d'Achille. C'est très fréquent qu'on reçoit des patients qui ont des ruptures négligées du tendon d'Achille. Pourquoi? Parce qu'ils ont été traités comme étant une entorse. C'est pourquoi il faut toujours avoir le réflexe d'examiner le tendon d'Achille devant tout traumatisme de la cheville. Donc, Lalik, Ouais. normalement, c'est un webinaire qui dure 1 heure. On ne va pas pouvoir prendre plus de questions. Et en tout cas, vous savez qu'on met l'enregistrement sur YouTube. Vous pouvez toujours poser vos questions. Et je m'en ferai le plaisir de les transmettre au professeur Adawi Oussama. Donc, Oussama, un dernier mot. Je sais que tu as fait les take home messages. Si tu veux encore y insister auprès de take home messages pour clore ce webinaire. Le message, c'est tout d'abord, je tiens à vous remercier, professeur Mouhaoui, pour tout ce que vous faites pour les étudiants, pour la formation continue des médecins et pour la prise en charge au service des urgences. Donc, merci. Sinon, pour un dernier message, c'est justement l'examen clinique minutieux de ces patients pour pouvoir stadifier l'entorse. Parce que la stadification de l'entorse et la classification de l'entorse qui est l'élément clé pour la prise en charge. Il faut toujours favoriser la mobilisation et cette mobilisation ainsi que l'appui ne doivent pas être s'il existe une douleur. Donc c'est facile. En présence d'une douleur, il ne faut pas mobiliser, il faut pas appuyer. En absence de douleur, le patient peut faire tout ce qu'il veut. Très bien, c'est très très clair. Merci beaucoup, Oussama. Allah Merci, yajzak khair. Et merci à j'espère vous. qu'on va pouvoir t'accueillir dans un autre webinaire, Inch'Allah. C'était Un grand tellement plaisir. limpide et Un clair. grand plaisir. Un grand plaisir. Merci Merci beaucoup. à toi, merci à l'audience, merci au chat. Restez fidèles à nos webinaires. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire en mois de février sur les infections urinaires aux urgences. Allez, bonne soirée les amis et à très très bientôt. Salam alaikum.